Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Nous ouvrons cette émission avec donc l'allégation d'enlèvement de militants. Le procureur Braman Koné dément toute disparition ou exécution extrajudiciaire. On fait le point dans cette émission et ensuite en info du jour, nous aurons donc à regarder et à réagir sur l'information donc que nous avons du côté du MGC. La présidente Simone Gbagbo tranche: je n'accompagne personne à cette élection et je ne retire pas ma candidature comme sollicité par Robert Bourgui. On fera le point. Ensuite, la conférence du PPACI, le communiqué donc est tombé. On reviendra là-dessus. En seconde partie, nous lirons pour vous le communiqué du Conseil supérieur de la publicité. Nous terminerons cette émission avec Géraldine Vauvor, directrice de la communication du ministère du Tourisme. Merci d'être avec nous. Le Grand Talk démarre maintenant. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 septembre. Merci de votre fidélité à ce programme. Nous accompagne ce soir Pascal Souquier. Bonsoir Pascal. Bonsoir Christelle et bonsoir à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Herman Abra, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à toutes et à tous. Marius Komwe. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Daouda Koulibaly, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. C'était donc hier lors d'un atelier de formation et de sensibilisation sur l'utilisation des réseaux sociaux, responsables des réseaux sociaux en période électorale, organisé conjointement par la ACA, la CEI et Meta et la plateforme Meta, avec comme thématique usage des réseaux sociaux en période électorale, infractions et peines encourues. Le magistrat donc a souligné que la Côte d'Ivoire, en tant que signataire de la Convention de Budapest, dispose désormais de mécanismes de coopération judiciaire avec près de 70 pays. 67-70 pays. Merci de votre fidélité encore à ce programme. Vous êtes les bienvenus. Commençons donc à réagir sur ce point. Pascal Souquier, le procureur de la République, donc développant sur les sujets, certaines accusations avaient été faites d'enlèvement, de séquestration de personnes dont on n'avait pas de nouvelles. Il a essayé donc de faire un point. Un petit mot là-dessus? C'est une affaire dont je ne tire pas la source des arrestations dites politiques que dénoncent certains de nos concitoyens. J'en tire la source pour ma part en tant que citoyenne d'un fait qu'on avait évoqué ici il n'y a pas très longtemps. Il s'agissait de l'arrestation de ce syndicaliste, vous vous en souvenez, dont la porte aurait été fracassée et qui aurait été arrêté devant ses enfants. Je pense, comme je l'ai dit ici sur ce plateau, qu'on n'a vraiment pas la possibilité, enfin je pense qu'il serait plus simple pour tout le monde que les interpellations, qui nous dit le procureur et la loi, peuvent se faire à n'importe quel moment. Et il me semble que ce sont les perquisitions qui ont besoin d'un document à exiger aux agents qui viennent pour cette perquisition-là. Parce qu'une perquisition, vous le savez, c'est en gros mettre sens dessus-dessous l'espace à perquisitionner. Donc l'interpellation en elle-même qui concerne l'individu ou les individus, elle peut se faire en tout lieu, à toute heure et à tout moment. Cependant, comme je vous le disais, il me semble, de mon point de vue citoyen, que il n'est pas profitable à la police ou à nos forces de l'ordre ou de défense et de sécurité de le faire dans ces conditions. Mais ça, c'est mon point de vue, parce que je trouve que la période électorale actuelle étant sensible, et même avant ou même après, quand vous voyez arriver des gens chez vous, il faudrait que vous puissiez les identifier. Justement, parce que tout est possible. Que dans le modus operandi de certaines unités, il y a qu'en fonction de la raison pour laquelle ils apparaissent donc chez l'individu, il faudrait qu'ils soient donc couverts. Il y a eu une époque ici en Côte d'Ivoire où on a vu dans des véhicules de l'armée ou de la police des hommes encagoulés. Ça c'est moi-même je l'ai vu de mes yeux. Mais ce que je dis, c'est que là vous êtes chez vous, Christelle, et vous voyez arriver des hommes tout en noir qui ont des cagoules. Je peux vous dire que même si vous demandez leur justificatif de police ou ce qui fait qu'ils sont assermentés, le sentiment que vous avez, c'est vraiment que cette arrestation-là est dangereuse pour vous. Alors qu'en soi, être interpellé est une prérogative
qui vous permet non seulement d'aller vous expliquer, en plus d'avoir droit à un avocat, donc vous ne devriez pas avoir si peur que ça. Après, si on est dans un régime ou bien dans un fait d'exception pour des questions de terrorisme ou autres situations d'exception, je vous le disais, c'est à la loi de le préciser. Pour moi, il n'y a pas assez de précision encore sur ces questions-là. Et je suis bien consciente que le procureur est en train d'envoyer un message à tout le monde et se communiquer le bienvenu. Il dit aux Ivoiriens... il nous est tout à fait loisible parce qu'il y a des unités qui procèdent ainsi et ça protège les policiers aussi parce qu'ils ont des familles et tout. Et vous savez que on est en train de tout filmer en ce moment. Alors on pourrait retrouver ces agents-là être pris dans le feu des échanges politiques, mais quand même, il nous rassure en nous disant cela. Ceci dit, j'ai le droit aussi de ne pas être rassuré parce que je trouve qu'il n'y a pas besoin d'être encagoulé. Très bien. Marius Komoé, précisant donc ses propos, il a également dit que chaque unité a son modus operandi en fonction évidemment de la raison pour laquelle ils interviennent dans telle ou telle opération. Est-ce que vous l'entendez, vous, ce message-là? Au total, le point du procureur, votre commentaire? Mais ce n'est pas nouveau ce que le procureur dit. Et Pascal a bien fait de le relever. Dans ce pays, sous tous les régimes, peut-être pour la nouvelle génération, on ne parlerait pas du régime du président Houphouët-Boigny, mais sous le régime du président Bédié, sous le gouvernement du président Bédié, du président Feu Bédié, sous le régime de Gueye et même du président Laurent Gbagbo, on a vu toujours des hommes encagoulés. C'est pas nouveau. Et voilà. Et donc, et même dans le monde entier. Des hommes ou des hommes des hommes en armes, des unités de police et de gendarmerie encagoulés. Et puis, dans le monde entier, ce n'est pas nouveau. Aux États-Unis, avec le SWAT, vous les voyez encagoulés. Vous avez des unités de police spécialisées, des unités de gendarmerie spécialisées qui sont encagoulées, surtout lorsqu'elles vont en intervention. Dans le domaine du terrorisme, dans le domaine justement du grand banditisme, et j'en passe. Même en France, c'est le même scénario avec la police et la gendarmerie. Par exemple, en France, vous avez des unités spécialisées comme le GIGN, qui est un groupe d'intervention de la gendarmerie, dont des agents interviennent encagoulés. Vous n'avez pas que le GIGN, vous avez le RAID également qui intervient encagoulé. En Russie également. Non, même en Afrique, ici au Sénégal, on a également des unités de police ou de gendarmerie qui interviennent de façon encagoulée. Seulement, le problème, c'est quoi? L'objectif de cet encagoulement, c'est justement de cacher l'identité, l'anonymat des agents qui interviennent. C'est ça d'abord. Et puis, assurer la sécurité eux-mêmes. Ces agents qui interviennent, parce qu'ils vont quand même sur un terrain inconnu. Si on vous demande, par exemple, d'aller perquisitionner le domicile de quelqu'un qu'on dit faire, par exemple, ou alors ayant eu des propos qui tendent justement à mettre en mal l'unité nationale, la cohésion sociale, qui en appelle à un soulèvement populaire, vous pensez qu'ils auront des mains mortes, ne sachant pas sur quel terrain ils iront pour la perquisition. Et donc, ils prennent quand même des dispositions avec des armes, mais de façon encagoulée pour eux-mêmes leur propre sécurité et en un mot pour leur propre anonymat. Et cela est permis, ce n'est pas nouveau. Alors donc, le procureur, en le disant, fait bien. Parce qu'à un moment donné, ça allait dans tous les sens. On a voulu faire croire qu'en Côte d'Ivoire, et avant, justement, au cours de l'exercice du pouvoir d'État de ces régimes, eh bien, on a vu une nouvelle unité de force de police ou de gendarmerie qui interviennent encagoulés et qui font tout et n'importe quoi. Pourtant, c'est quelque chose qui a toujours été perpétuellement l'apanage des différents gouvernements, des différents régimes qui se sont succédés. Voilà. On se souvient encore des événements de 92. Rappelez-vous, les étudiants bastonnés dans les cités universitaires, ceux qui sont allés là, ils étaient yeux ouverts. Ils sont partis encagoulés. Informez-nous. Eh bien voilà. Donc certains étaient encagoulés. Et donc ce n'est pas nouveau. Alors non, il faut qu'on comprenne que les politiques utilisent certaines situations pour en faire leur chou gras. Certainement, c'est le jeu politique, on pourrait comprendre. Quand vous dites les politiques utilisent certaines situations, ça veut dire quoi selon vous? Mais quand je le dis, par exemple, quand le PPACI veut s'approprier vraiment de telles situations, en donnant les sentiments qu'en Côte d'Ivoire, nous faisons face à des milices, nous faisons face à des forces qui ne sont même pas répertoriées, qui interviennent totalement en disgrâce avec nos textes. J'ai dit non, c'est pas vrai. Parce que même sous Laurent Gbagbo,
eh bien, ces forces existaient bel et bien et intervenaient de façon encagoulée. Ne pas le dire, c'est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle. Et ça, moi, je ne partage pas ça. Merci Marius. Herman, votre commentaire. Alors, il a parlé du droit, des garanties des personnes interpellées. Chaque unité, je le disais, a ses méthodes. Il a parlé de la légalité, du mode d'interpellation controversé en fonction évidemment de la vision des populations ou politiques. Votre commentaire au total? Non, moi j'aurais vraiment aimé que le procureur de la République s'appuie sur des tests, des articles tirés du Code de procédure pénale. Parce que, en la matière, je ne veux pas me faire le pseudo-juriste. Je vais essayer de lire et fouiller un peu. Sur la question de l'interpellation, il y a l'article 73 du Code de procédure pénale qui dit ceci. En cas de flagrant délit, l'officier de police judiciaire peut appréhender toute personne soupçonnée d'avoir commis l'infraction et la conduit devant le procureur. L'article 76 de ce même Code de procédure pénale, en dehors de la flagrance, c'est-à-dire du flagrant délit, l'interpellation doit se faire sur mandat d'amener, d'arrêt ou de dépôt délivré par une autorité judiciaire compétente. Sur la question des droits du suspect, parce que celui qu'on vient interpeller, il reste un suspect, présumé coupable ou présumé innocent. L'article 63 du Code de procédure pénale dit ceci. Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée dans une langue qu'elle comprend des raisons de son arrestation et de ses droits. Article 64 du Code de procédure pénale. Le suspect a le droit de prévenir sa famille et de s'entretenir avec un avocat dès le début de la garde à vue. Article 65. Obligation d'informer le suspect de son droit de garder le silence. Ça veut dire que si son avocat n'est pas là, tout ce qu'on lui tire comme aveu, ça peut être frappé de nullité. La garde à vue. La garde à vue ne peut être cédée 48 heures. Elle peut être prolongée en fonction du cas d'une fois. Maintenant, comment est-ce qu'on présente cela? La garantie fondamentale. L'article 3 de la Constitution dit « La dignité humaine est garantie. Nul ne doit être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Moi, je vais m'arrêter là. Je me suis basé sur ces faits-là. Maintenant, ceux qui ont vécu ces genres d'interpellation, est-ce que ces personnes-là étaient face au respect de ces codes de procédure pénale? Moi, je ne peux pas répondre puisque je n'étais pas là-bas. Mais ce qu'on a pu voir dans certains cas rapportés, on a vu des télévisions, des postes de télévision enlevés. Il y a eu des portes de maison fracturées. C'est des images colportées qui ressembleraient aux faits ou pas, je ne saurais le dire. Mais je vous ai donné la limite la démarche à suivre en cas d'interpellation. Maintenant, libre à tout le monde de voir si ces procédures-là ont respecté ce qui a été prévu par le Code de procédure pénale. Je m'arrête là. Très bien. Daouda, votre commentaire? Merci à beaucoup. La suite de vos amis. Merci beaucoup et merci à Herman de nous avoir lu le Code de procédure pénale. Je pense que ça va nous instruire un peu plus. Mais avant tout propos, il est important de préciser, il faut faire le distinguo, puisque tout à l'heure, en réunion de rédaction, tu nous parlais de pédagogie. Il faut faire le distinguo entre une interpellation et une arrestation. L'interpellation, en fait, généralement, c'est le procureur qui va instruire, en fait, les officiers de police judiciaire à aller interpeller quelqu'un. Donc, après, il peut y avoir arrestation. Après avoir entendu la personne, quand on estime qu'il y a des preuves, tout et tout, on peut l'arrêter. Mais généralement, on parle d'arrestation lorsque c'est un juge ou avec le procureur, ils vont contresigner les deux pour aller arrêter. Généralement, c'est quand, par exemple, Pascal refuse de dire « je ne viens pas, ça et là », donc le juge peut faire un mandat d'amener, comme ça a été si bien dit. Cette précision étant faite, revenons au communiqué du procureur que nous avons tous lu aujourd'hui. Pour moi, le communiqué du procureur s'inscrit dans un cadre logique de transparence et de clarification face aux accusations d'enlèvement propagées ça et là. Parce que depuis un certain moment dans ce pays-là, à chaque fois que quelqu'un est interpellé, on dit non, il a été pris par les encagoulés, on ne sait pas où. Enlevé, le narratif qui revient. Voilà, le narratif qui revient. Christian, ne nous voilons pas la face. Certains responsables politiques et certains médias qui s'adonnent au travestissement volontaire des faits, ça n'a qu'un seul but, de manipuler l'opinion. Comment cela? Et ça a un double but. Allez-y. Le premier objectif, il est au niveau national. C'est de s'aimer la peur.
l'angoisse et de miner la confiance de nos concitoyens aux institutions judiciaires. Ça, c'est le premier objectif que ça recherche. Le deuxième objectif qui est recherché, c'est au niveau international, parce qu'il faut faire croire à l'opinion internationale qu'il y aurait une milice parallèle qui travaille aux ordres du régime d'Abidjan ou bien du pouvoir d'Abidjan afin de susciter des indignations de ce qu'on appelait ici, dans certaines années, la communauté dite internationale. Mais, Christelle, dans quel pays il n'y a pas une unité spéciale qui porte des cagoules pour aller mener des opérations? Vous avez fait les États-Unis, je pense que tu as aussi fait les États-Unis, Herman. Le SWAT. Avant même le SWAT, la police des frontières, lorsqu'elle va mener des opérations, elle mène des opérations en cagoule. Le SWAT, comme l'a si bien dit, quand ils vont mener des opérations, ils portent des cagoules pour aller mener ces opérations. Le RAID et le GIGN en France, ils portent des cagoules pour aller mener leurs opérations. Mais Christelle, laisse-moi te raconter une petite anecdote. Je suis allé en Espagne pour donner une conférence. Arrivé à l'aéroport d'Espagne, j'ai perdu ma valise. Et quand je perds ma valise, après je me rends compte que ma valise est perdue et le bus m'a retourné pour venir sur mon point. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé la Guardia Civile qui m'attendait. Arme au poing, cagoule sur la tête. Je ne comprends pas l'espagnol, je ne comprends pas l'anglais. Tout ce que j'ai entendu, mi maleta, mi maleta, mi maleta. Ils se sont écartés, ils ont écarté le robot. Et ils m'ont dit, va ouvrir ta valise. Je suis allé, j'ai ouvert ma valise. Parce que vous auriez pu faire exprès, en fait. Voilà, parce que le bagage perdu à l'aéroport, voilà. explosé. Parce que là, ils s'apprêtaient à exploser ma valise. Ils étaient en cagoule, en pleine ville. Ça, c'est en Espagne. Donc, la cagoule, qu'on le dit, évite aux policiers et aux gendarmes d'être identifiés, de se faire harceler. Au même titre que vous et moi avions des familles, les policiers et les gendarmes ont une famille. Souvent, ils vont dans des missions d'infiltration. Et quand ils doivent aller sur le terrain, vous voulez qu'ils viennent à visage découvert. Mais ils sont sérieux. Et je me dis, quand moi j'entends tout ça, oui, les encagoulés, ils ont enlevé, j'ai envie de dire, Pascal, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Parce que je mets quiconque au défi sur ce plateau. Depuis 2012, où Ouattara a pris le pouvoir, qu'on me donne le nom d'une seule personne qui a été interpellée et qui a disparu. Qu'on me donne le nom d'une seule personne. Peut-être que je ne sais pas, mais de mémoire, je n'ai jamais entendu dans ce pays que quelqu'un a été enlevé ou bien interpellé et il a disparu. J'ai jamais entendu. Pourtant, dans les années 2002 jusqu'à ce qu'on arrive en 2010, certaines personnes disparaissaient dans ce pays-là. On te prend, on ne sait pas où tu t'en vas, mais après on retrouve ton corps quelque part. Vous vous rappelez de, comment on appelle ça, du gars de Sifka, l'ancien patron de Sifka, le monsieur de Sifka, monsieur Yves Lamblin. Il a été interpellé, il a disparu, son corps a été retrouvé dans la lagune. Et les noms, on peut les citer, et les noms sont légion comme ça. Donc, à un moment, il faut arrêter. Et ça, je m'adresse à mes concitoyens. Il faut arrêter de se faire peur. Ce narratif-là, ça ne doit plus passer. Si vous avez quelqu'un qui a été interpellé, il y a une procédure. Tous ceux qui ont été interpellés, vous appelez la police. La personne que vous devez aller voir, c'est le procureur de la République. Allez-y à ses bureaux. C'est un service public. Tout le monde peut y aller pour aller demander des comptes. Monsieur le procureur, telle personne a été arrêtée, tant, où est-ce qu'il se trouve, quelle est la procédure à suivre. Et vous déclinez votre qualité pour dire le lien. Et je tiens à terminer sur ça. Parce qu'il ne faut pas aussi faire l'amnésique quand on est sur ce plateau. On termine avec le sujet. Nous avons reçu ici le procureur de la République, Kone Brahma Oumar. Lorsque nous lui avons posé la question concernant le type d'interpellation, il a été clair, il a été très pédagogique et très chirurgical. Il a dit arrêtez de regarder les films. C'est dans les films américains où vous voyez des gens, quand on vient, on vous montre un mandat pour dire oui, on va vous interpeller, on va faire ci, on va faire ça, on va faire ci. Ici en Côte d'Ivoire, lorsque les forces de police viennent chez vous à la maison, ils déclinent leur identité, pendant qu'ils sont en train de vous interpeller, vos droits vous seront lus, comme il a si bien cité dans le code de procédure pénale. Et après même, vous avez le droit de vous faire assister par un parent ou par un avocat. Maintenant, il y a des situations où, tu parlais tout à l'heure de situations d'exception. Si nous sommes dans un cas d'atteinte à la sûreté de l'État, de crimes organisés. de crimes organisés ou de terrorisme,
franchement, nous sommes dans une situation d'exception. Il est important de le dire aux uns et aux autres. Merci beaucoup. Il ne s'agit pas de faire de la manipulation. Soyons clairs, précis et concis. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, merci messieurs. Nous avançons dans notre agenda, s'il vous plaît. Nous avons deux actualités donc à regarder. La première, présidentielle 2025, Simone Gbagbo a tranché. Elle dit « Je n'accompagne personne à cette élection ». Dans un entretien donc accordé à un confrère par visioconférence, l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire est revenue sur la polémique suscitée après sa réaction suite à la validation de sa candidature par le Conseil constitutionnel. Elle dit, et je rappelle, le Conseil constitutionnel qui a fait son travail avec sérieux, expliquant donc ça, le fait qu'elle est adoubée en réagissant ainsi. Elle a dit, ils ont fait le travail avec sérieux en donnant à chaque fois les détails qui ont motivé ces motivations. C'est du bon travail. On rappelle que cette déclaration a suscité polémique au sein donc des militants de l'opposition. Voilà. Alors elle dit ne pas avoir de regrets. J'ai déposé ma candidature avec d'autres personnes. Ma candidature a été retenue. Est-ce que j'aurais des regrets pour cela ? Pour ceux dont la candidature n'a pas été retenue, on peut dire que c'est dommage, mais cela aurait permis une grande inclusivité dans ces élections. On souhaite qu'ils viennent rejoindre ma candidature pour être à ces élections et que nous accordions la chance d'obtenir au soir du 25 octobre l'alternance. Si j'avais un message à passer pour terminer, je leur dirais: ma candidature a été retenue, je les appelle aujourd'hui à venir soutenir cette candidature. Ensuite, on embraye sur le point donc du PPACI qui a fait tout à l'heure un point de presse. Marius Comoé, réaction. C'est vraiment dommage. Un petit appendice aussi avec la sortie de M. Bourgi qui lui demandait de retirer sa candidature de Mme Simone Gbagbo. Bon, alors, M. Bourgi, permettez-moi l'expression, pour qui se prend-il? Pour un oui ou pour un non, intervenir dans l'actualité ivoirienne et de donner des cartons rouges et des cartons rouges. Vous pensez qu'il n'a pas le droit de Mais faire... il a quel droit? Il est ivoirien? Il est votant ici? Il a quel statut en Côte d'Ivoire? Il n'est pas un des nôtres. Qu'il se préoccupe de l'Algérie ou de la France. Voilà, la Côte d'Ivoire a ses électeurs, la Côte d'Ivoire a ses citoyens. Nous sommes sur notre terre. Nous choisissons qui nous voulons. Il n'a pas à nous dicter quoi que ce soit, encore moins au peuple de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il connaît nos réalités? Est-ce qu'il vit nos réalités au jour le jour? Est-ce qu'il connaît les Ivoiriens de l'Ouest, de l'Est, du Centre et de l'Est, en passant par le Centre, en passant par l'Est? Non. Alors, il fait trop de sorties et puis on se demande... Tantôt c'est contre Laurent Gbagbo, tantôt c'est M. Ouattara qui le pilonne, tantôt c'est Charles Blé Goudé. Là, il revient maintenant sur Mme Simone Gbagbo. Mais attends, en France, là, il y a trop de problèmes pour Emmanuel Macron. Il y a aussi des problèmes avec le Est-il collaborateur d'Emmanuel Macron, du président? Est-il collaborateur du président Macron? Mais il fait partie de la France-Afrique. C'est lui qui transportait les mallettes des chefs d'État africains pour aller en France. Il a dit lui-même. Oui, tout à fait. Alors donc, qu'il laisse la bonne dame tranquille, elle est candidate pour le compte de son parti. Et elle a donné les raisons qui motivent sa candidature. Elle est assez responsable. N'oubliez pas que c'est cette dame-là, Simone Gbagbo, qui a accompagné Laurent Gbagbo toute sa carrière politique, jusqu'à sa prise du pouvoir. C'est elle qui l'a également accompagné jusqu'à la fin de son pouvoir. C'est quand même une grande dame. Et en plus, une intellectuelle de pire espèce. On oublie très souvent qu'elle est enseignante à l'université. Vous voulez dire de la meilleure espèce? Oui, merci. De la meilleure espèce. Et que dis-je? Je dis de la, non, oui, de la meilleure espèce. On avait compris. Merci, merci Miss Kwame. Donc c'est cela qu'il faut... Madame Souquier. Madame Souquier. Ça fait beaucoup d'erreurs. Non, mais c'est pas bien grave. Anyway. Ça peut... Alors j'étais tellement... Voilà. Oui, parce que franchement, je n'arrive pas à m'expliquer pourquoi, pour un oui, pour un non, il s'est ça obligé de faire une interview qu'il accorde très souvent. On ne sait pour quelle raison, mais il faut qu'il comprenne que ici, là, les Ivoiriens sont assez matures et les Ivoiriens savent désormais à qui confier le destin de leur pays. Et ils se lèveront comme un seul homme. Le 25 octobre, ils iront massivement voter. Et ils choisiront celui qui aura entre ses mains
les 5 prochaines années de leur destinée. Alors, réaction justement au propos de Robert Bourgi qui lui demandait de retirer sa candidature. Simone Ehifé Gbagbo s'exprime ainsi en disant « Je trouve que M. Robert Bourgi est bien culotté de tenir de tels propos. J'aurais aimé qu'il soit aussi engagé à l'époque où la France tirait sur son ami Laurent Gbagbo. Mais à ce moment-là, il n'a pas eu ce courage. Il était même partisan de ceux qui tiraient, dit-elle. Il a accompagné des ministres français ici en Côte d'Ivoire pour organiser l'agression de la présidence du palais présidentiel, déclarait-elle. Herman Aboua, votre commentaire. Et puis, Marie, je vous aurais dû embrayer sur la sortie PPAC, mais on reviendra à vous. Non, je pourrais. Herman. Merci. Moi, je préfère regarder plutôt le contenu du message de Mme Simone Ehifé Gbagbo, puisque déjà, elle lui a répondu. Je trouve que c'est d'abord gonflé, c'est très réducteur de penser que à 6000 km, on peut dicter ce qu'on veut à nos candidats. Ce sont des candidats, ce sont des gens qui ont du coffre, qui ont présenté leur candidature. Chacun d'eux a son histoire au niveau de son parcours politique. Les Ivoiriens apprécieront après. Donc je ne vais pas rentrer Allez-y. sur ça. Maintenant, elle a dit plein de choses. C'est aujourd'hui, pour moi, la démarche de tout candidat, aujourd'hui, face au président Ouattara, qui est le président sortant, c'est en termes de stratégie, c'est de faire en sorte de séduire les électeurs de tous bords, surtout de cette opposition. Maintenant, est-ce qu'elle suit vraiment cette ligne? Je pense bien qu'on peut interpréter d'une façon ou d'une autre. Selon vous, l'appel lancé aux autres candidats? Elle lance l'appel, mais en même temps, aujourd'hui même, j'ai trouvé qu'elle était plus modérée, non? Plus modérée. C'est bien parce qu'il faut que les gens gardent en esprit que l'objectif, c'est de séduire même les militants de ceux qui ne sont plus candidats. Aujourd'hui, il y a le PDCRDA qui est un grand parti fort qui n'a pas de candidat déclaré. Enfin, qui a un candidat déclaré qui n'est pas reconnu par le Conseil constitutionnel. Le PPACI, pareil. Au-delà de ce que disent les dirigeants de ces partis-là, il n'y a que la base reste l'ensemble des électeurs sur le terrain. Comment séduire ceux-là, ces électeurs sur le terrain, en dehors des mots d'ordre ou bien des crocs en jambes des dirigeants de ces partis? Parce que quand on regarde aujourd'hui, par exemple, le président Laurent Gbagbo, dans ce qu'il a dit, lorsqu'on écoute ce que Maître Abiba a dit, dans son point de ça presse veut dire qu'il n'a jamais donné de consignes de soutien à un quelconque candidat dans cette élection présidentielle. Maintenant, est-ce que son attitude a changé? Non. Il dit que leur objectif aujourd'hui, c'est de lutter contre le 4e mandat. Pareil, on a écouté le maître Chrysostome du PDCRDA rester sur la même lancée. Ça veut dire, en parenthèse, Herman, on reste avec vous. Oui. Ça veut dire que la proposition ou l'appel, la main tendue du candidat Ouadon Melo ne prospérera pas? Non. Et quand tu regardes le message de maître Abiba Touré qui rapportait les propos du président Laurent Gbagbo, on constate que concernant cet aspect-là, c'était à l'imparfait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas donné, c'était au passé composé, on n'a pas donné le président n'a pas donné de consignes. Mais est-ce qu'il donnera des consignes? On n'en sait rien. Donc, on est en politique, tout peut bouger après. Mais ce que je dis, il y a des électeurs qui sont sur le terrain qu'on peut séduire, au-delà des sons donnés par le dirigeant. Et pour moi, le candidat à l'élection, face au président Ouattara, président Sultan Ouattara, il faudrait qu'il pense à séduire ce bloc-là. Parce que vous ne pouvez pas aller sans tous ces militants, tous ces électeurs, même s'ils sont encartés dans certains partis, ils auront peut-être envie de participer à ce scrutin-là. Et en ce moment-là, vous pouvez les avoir. Merci Herman. Pascal Sokia, on a 2 points. Le premier point avec la candidate du MGC, Simone Ehifé Gbagbo, qui dit qu'elle ne retirera pas sa candidature. Elle fait un appel à l'effet que les autres, les candidats non validés puissent venir soutenir sa candidature. Quand on regarde un peu le verbatim du PPACI dans son point de presse de ce jour, on n'est pas prêt justement d'aller à cette option-là. Cette option d'accepter la main tendue. Ah oui, on en est très loin. Et puis, pour une fois, on accuse souvent le PPACI de ne pas être cohérent.
pour une fois, je peux dire qu'ils sont cohérents. Ils sont cohérents dans leur démarche. Mais je voudrais revenir à ce que Mme Simone Eivie Gbagbo a dit, l'ex-première dame. Je n'aurais même pas répondu. À M. Bourget? Oui, je pense qu'elle doit commencer à présidentialiser sa posture, parce que c'est une femme d'expérience. Elle a une expérience politique qui est non négligeable. Et dans cette présidentialisation de sa posture, eh bien, il faudrait que le tout dernièrement nommé Dominique Traoré, c'est bien cela, directeur de campagne, réponde à sa place. Ça aurait été même de bon aloi que lui réponde à M. Bourgi. M. Bourgi qui a certainement une expérience en politique que nous n'avons pas, mais enfin, je pense que la Côte d'Ivoire elle-même doit se poser des questions. Je parle d'aucun parti politique, je parle de la Côte d'Ivoire. Quand on a des élections dans des grands pays du monde et qu'on entend, et je le disais hier, que tel pays a voulu déstabiliser ou telles organisations, telles officines ont commencé à se mettre en place pour polluer les élections, polluer les messages, sortir les affaires. Eh bien non, on pense qu'on est à l'abri de tout ça. Mais la Côte d'Ivoire, c'est 40% au moins du PIB de la sous-région. Donc c'est un pays qui est convoité. C'est un pays où l'élection arrivante va faire l'objet de tentatives de déstabilisation de tous ordres. Certaines qui seront visibles et d'autres non. Et pourquoi il y a de nouvelles émissions, de nouvelles interviews tous les jours sur les grands plateaux? Mais vous voyez bien que nous faisons l'actualité même sur les grands plateaux, les grands médias. Mais parce que la Côte d'Ivoire et la stabilité de la Côte d'Ivoire sont importants pour la sous-région. Et puis sont en jeu nos richesses. La Côte d'Ivoire a multiplié par 10 sa production d'or en 10 ans. On est passé de 18 à 58 tonnes. On a du nickel, de la bauxite, du manganèse, du diamant, on a le café, on a le cacao, on a l'anacarde. Et vous pensez que les enjeux de tous ces grands groupes-là, qui sont autour de nous, sans compter le pétrole et les dernières découvertes, ils vont rester là à ne rien faire? Vous pensez que l'intervention de M. Bourgi pourrait être mise justement sur ce palier-là? Je ne plonge pas dans la théorie du complot, mais pourquoi tout à coup on fait l'objet de toutes les attentions? Et surtout d'aussi loin. Alors qu'ici, déjà, on a pas mal de matière à discuter entre nous-mêmes de ce qui pourrait constituer nos enjeux. Donc je pense qu'il faut que les citoyens fassent très attention à tout ce qui va venir ces derniers temps. Et moi, je le dis, Madame Simone Eivie Gbagbo a toute sa place dans l'élection actuelle. Daouda, on termine avec vous. On regarde, en fait, on a quelques minutes. Allons-y. Non, je pense qu'on va faire on va faire un autre tour sûrement. Mais on gère le temps. Oui, non, vous inquiétez pas, parce que le communiqué du PPACI n'appelle pas de ma part un commentaire. Ils ne sont pas sur la liste, ils ne sont pas retenus pour les présidentielles. Donc, je n'ai pas à commenter. Je préfère me concentrer. Mais ils ne sont pas retenus, mais quand même, ils jouent un rôle. Je veux dire, dans l'élection, ils peuvent faire basculer ou pas. Attention, ils ont des militants qui peuvent voter ou pas pour quelqu'un d'autre. Je préfère commenter les gens qui ont été retenus sur la liste électorale. Il s'agit notamment de Awa Dombello, il s'agit de Jean-Louis Billon, il s'agit d'Henriette Lagou, il s'agit de Simone Eivie Gbagbo et il s'agit d'Alassane Ouattara. Je préfère les commenter. Ceux qui ne sont pas sur la liste électorale, c'est votre vision, allez-y. Voilà. Moi, j'estime aujourd'hui que, comme Pascal l'a si bien dit, je suis d'accord avec toi, Simone Eivie Gbagbo n'avait pas à répondre à Bourgi. Parce que c'est qui Bourgi? Bourgi, en fait, il a oublié son temps. Il a oublié, il se croit... Son temps, c'est... Il se croit encore dans les années Foka où on soulevait les valises d'argent pour se promener... Merci beaucoup. Voilà, les mallettes d'argent pour se promener de capitale en capitale. Au moment, dans ces années Foka où il avait encore beaucoup d'influence, tout et tout, il pense que nous sommes encore dans ce temps-là. Peut-être que sûrement des gens à Abidjan sont allés le voir pensant que ce monsieur a de l'influence. Mais un, il n'a pas d'influence. Deux, il n'a aucune crédibilité. Mais pourquoi je dis qu'il n'a pas d'influence et il n'a aucune crédibilité? Quelqu'un qui récemment est venu s'asseoir ici sur une chaîne de télévision pour dire que oui, en son temps, Mme Ouattara m'avait promis une villa. Mais, ah bon? La première dame t'a promis une villa. Mais pourquoi il t'a promis cette villa d'ailleurs? Et je pense que c'est ce que Mme Simone Eivie Gbagbo disait. Tu étais avec ceux qui bombardaient Laurent Gbagbo en son temps. On ne t'a pas entendu. Aujourd'hui, ça change. Je ne sais pas de quoi il veut se repentir vis-à-vis de Laurent Gbagbo. Je ne sais pas. Il a écrit un livre. Sûrement que le livre, ça n'a pas assez trop marché. Donc, il faut se jouer les rats des plateaux de télévision pour qu'on entende, pour qu'on parle de ton livre. Non, franchement, M. Bourgi, franchement, c'est des gens qui doivent enlever aujourd'hui leur nom, leur bouche pour parler de comme les Ivoiriens dans les affaires des Ivoiriens. Les années Foka sont passées. En 1960, avec certains présidents africains d'alors qui étaient dans le réseau Foka, ça pouvait se passer. Mais aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent.
Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je pense que les mêmes plateaux de télévision qui sont en France, nous avons les mêmes plateaux ici. Et nous officions dessus. Donc ce n'est pas à eux de décider à notre place de comment nous devons voter, qui nous devons choisir et avec qui nous devons marcher. Ce n'est pas à lui. Et je pense qu'il n'a pas la légitimité, la légalité et la crédibilité nécessaires, lui, Bourgui, pour nous parler dans nos élections. Très bien. Quand je finis de dire ça... Bourgi. Mais j'ai fini avec Bourgi. Oui, d'accord, c'était juste pour corriger, Bourgi. D'accord. Il n'intervient pas dans le cadre... Très bien, voilà, pour le cas, revenons maintenant sur sa demande justement aux autres partis non retenus de l'aider, de soutenir sa candidature. Mais bien sûr. Je pense que pour qui a suivi la... Moi, j'ai suivi l'interview de... J'ai préféré suivre l'interview de Simone Gbagbo sur France 24 hier. C'est très dynamique, c'est très bon. Lors de cette interview, mais elle ne s'attend même pas, elle n'appelle même pas seulement les militants du PPACI ou les militants du PDCI. Elle appelle même les militants du RHGP à voter pour elle. Parce qu'elle constitue une alternative sérieuse et crédible. Donc, venir s'asseoir pour dire que oui, elle accompagne les gens. Moi, j'ai honte quand j'entends ce type de propos. Oui, elle est venue pour accompagner les gens. Christelle, ceux qui accusent les autres aujourd'hui d'accompagner d'autres personnes à une élection, si eux étaient sur la liste, je ne pense pas qu'on serait là en train de faire ce type de débat-là. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas été retenus. Donc, du coup, eux, ils estiment que les autres ne doivent pas partir. Mais ce n'est pas sérieux. Blé Goudé nous a dit sur ce plateau ici, il y a à peine 3 ou 4 jours, il nous a dit ça ici. Qui a également réagi. Hein, qui a réagi. Mais lorsque cette dame a dit « je ne vais pas me présenter », elle ne se présenterait pas à l'élection présidentielle en soutien justement à ceux qui l'accusent. Sur la liste électorale. Allez-y. À ceux qui l'accusent. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas les mêmes sans crier gars qui se sont levés pour aller prendre les kits de parrainage. Ce n'est pas les mêmes sans crier gars qui sont allés participer à la formation de la CEI. Ce n'est pas les mêmes sans crier gars qui sont allés déposer leur candidature à la CEI. Pourquoi eux peuvent-ils s'arroger le droit de faire cela et elle n'a pas le droit de le faire? C'est-à-dire que quand c'est les autres, c'est pas bon. Merci. Mais quand c'est nous, c'est bon. Il faut sortir de cette iniquité qui n'a pas de nom, selon moi. Une chose est sûre pour moi, et Christelle, je préfère te le dire aujourd'hui, désormais, moi, je ne parlerai que des 5 candidats. Ceux qui ne sont pas retenus sur la liste, pour moi, je ne les commande plus. Très bien, merci beaucoup Daouda. C'est votre point de vue, on le respecte. Dans tous les cas, si une actualité, comme on le fait ici, arrive et qu'elle concerne les candidats non retenus, souffrez très cher, qu'on en parle. Après, vous avez votre droit de réserve et ça, on ne le dénonce. Vous pouvez toujours le mettre au coin. Hein, Herman, s'il y a un autre commentaire, on le prend rapidement. Est-ce que justement avec... Oui, Herman d'abord. D'accord. Pardon. Ah oui. Mais on prend Herman et puis on arrive à vous, rassurez-moi. Est-ce qu'avec ça, justement, on part pas, l'opposition ne part pas quelque peu divisée, affaiblie, justement, pour ces échéances-là? De toute façon, on le sait, l'une des plus grandes forces du camp Ouattara, c'est justement cette opposition-là qui n'arrive pas à parler d'une même voix. Parce qu'au même moment, souvent, on se demande contre quel adversaire joue cette opposition. Au même moment où l'opposition semble avoir 3 candidats, je vais parler en personne du candidat Don Melo, de Simone et Yves Gbagbo, et puis de Jean-Louis Billon. Non, tu ne peux pas me faire dire 4 candidats. Surtout qu'il y a des vidéos qui circulent où Mme Ariel Lagou a dit que son parti rentrait dans le RHDP. Ils étaient rentrés, ils sont sortis. Bon, ça, non, elle est rentrée, elle est sortie. Il faut préciser, en fait, c'est ce que je veux dire. Mais tu continues, quoi, en fait. Mais soit, je veux dire qu'elle est beaucoup plus proche du Elle vient du PDCI, elle est partie au RHGP. Daouda, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Allons-y. Véritablement de l'opposition. Il ne faut pas être méprisant, comme tu l'as dit. Daouda, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut permettre... Il ne faut pas faire ce coup-là aujourd'hui. Je peux au moins me permettre, de la même manière, tu ne veux pas commenter c'est ton droit, l'actualité concernant les candidats non retenus, quoiqu'ils sont des acteurs politiques, et je pense que quand ça concerne la vie politique, tous les acteurs, même les Ivoiriens qui ne sont pas encartés dans des partis politiques, leur actualité, tout cela, c'est intéressant à prendre. Donc commenter l'actualité, ce n'est pas de faire ça de façon sélective. Est-ce que j'ai le choix de commenter qui je veux au moins? Daouda, s'il vous plaît. Pour revenir aux 3 dont je parle, donc, je veux dire que ces 3-là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on sent leur volonté de vouloir être adoubés par les leaders des partis politiques qui sont représentés à l'Assemblée nationale, notamment de l'opposition. Mais eux-mêmes, est-ce que ces 3 candidats, ils réussissent à dégager une tête face au président Ouattara? Voici là. Et déjà, certains
acteurs de ces partis, du PPACI, du PDCI-RDA, leur ramènent cette question-là. Parce qu'avant que vous cherchiez à notre soutien, est-ce que vous-même, vous avez décidé qui on soutient? On a Simon et Yves Gbagbo qui y a aussi Don Melo, les deux sont proches, on le sait. Ça fait même que les acteurs politiques de l'opposition qui veulent aller soutenir un candidat de la gauche se demandent lequel candidat choisir. Donc déjà, qu'ils s'entendent à leur niveau pour dégager peut-être un candidat que, avant d'aller chercher à trouver le moyen pour que les autres candidats les soutiennent. Donc voici ça. Le véritable problème de l'opposition, c'est elle-même. Souvent, il y a des batailles qui sont inutiles dans lesquelles cette opposition se lance et ça dénature complètement l'objectif. On se demande bien si cette opposition-là travaille avec une certaine stratégie. Marius, on termine sur ce point avec vous. Oui, mais c'est vraiment dommage que le PPACI, à travers donc, son porte-parole, ait réagi en donnant le point de vue du président Laurent Gbagbo sur un probable soutien à l'un des candidats de l'opposition qui a été retenu par le Conseil constitutionnel. Herman les a rappelés tout à l'heure, les candidats retenus. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais je trouve que c'est vraiment dommage pour l'opposition dans sa généralité. J'ai même entendu également le PDCI dire la même chose au travers donc de son porte-parole qui n'est autre que Maître Blessy. Est-ce qu'in fine, ils ne sont pas fidèles à eux-mêmes, leur posture? Est-ce qu'ils ne sont pas cohérents dans leur démarche? Oui, mais écoutez... Il avait déjà dit auparavant. Le mal, c'est qu'on veut l'alternance, on souhaite l'alternance, on l'appelle de tous nos voeux, mais on n'est pas prêt à parler, comme l'a dit Herman, d'une même voix pour aller à l'alternance en dégageant ou en réussissant à évincer le régime qui est au pouvoir en ce moment. Mais sans cohésion, sans unité dans l'action de l'opposition, c'est peine perdue. D'ailleurs, je n'étais même pas sûr que si les candidatures avaient été retenues, le PDCI et le PPACI iraient en rang serré. Je n'étais même pas sûr, parce que ça n'a jamais arrivé dans l'histoire même de cette Côte d'Ivoire. Donc, l'un mis dans l'autre, je ne pense pas aujourd'hui que la meilleure posture pour l'opposition était de se solidariser totalement des déclarations d'un Awan Don Melo, par exemple, parce que quand le président Laurent Gbagbo fait dire à sa porte-parole qu'il n'a jamais été ni de près ni de loin le soutien d'un quelconque plan de précaution, mais il s'adresse directement à M. Awan Don Melo. Et pourtant... Qui, dans sa candidature, dans sa déclaration de candidature, a dit tout le bien qu'il pensait justement de son ami et frère, le président du PPACI. Et je crois qu'il a toujours été sincère. D'ailleurs, sur ce plateau où nous l'avons reçu, il a encore réitéré cet amour et son engagement aux côtés du président Laurent Gbagbo. C'est une amitié qui date des lustres. Mais je me fais l'amer constat de ce que, tant au FPI qu'au PPACI, si ce n'est pas Gbagbo, alors il n'y aura plus personne. Marius, c'est FPI, c'est pas FPI. Non, FPI. Non, c'est FPI d'hier. Non, pas d'hier, parce que le FPI existe, mais sous sa gouvernance au FPI. S'il vous plaît. Non, tu as mal entendu, j'ai dit FPI. Merci beaucoup, Marius. Herman, on a un point avec vous. Il faut peut-être le dire. J'aime bien le profil de Dr Awan Don Melo, tout le monde le sait. Mais en même temps, il y a eu quand même un faux pas. Lequel? Lorsque vous dites, lorsque vous dites que le leader d'un parti politique est pris en otage par un groupuscule, il faut s'attendre à ce que les gens qui le prennent à l'otage ne soient pas forcément ouverts à travailler. C'est vrai qu'il s'est repris, on a vu dans sa déclaration, beaucoup plus conciliant, mais en même temps, il y a ces questions-là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, comme il a dit, c'est comment est-ce que faire des consultations, essayer de toujours continuer cette médiation-là pour être adoubé, parce que, mine de rien, avec ou sans le PPACI, ça sera, surtout sans le PPACI et même le PDCI-RDA, ça sera compliqué pour les candidats de l'opposition. Très bien, on reviendra sur le sujet en seconde partie. Merci d'être avec nous. Karel Dablé est prête pour le journal. À tout de suite.
Je pense à mon passé. Quand l'élégance du logement devient accessible pour tous à Ebimpe, dans une somptueuse cité de 406 logements, accès facile et entièrement bitumé. Des villas basses, des appartements duplex, aux commodités exceptionnelles et modernes qui traversent le temps. Livré, clé en main. Je dis bien, livré, clé en main. JAR Industrie Côte d'Ivoire, bâtissons ensemble le cadre de vos plus belles histoires de vie. Pour les visites, chantiers et informations, contactez-nous. WhatsApp, appel 07 03 94 03 14. Depuis 35 ans, nous nous rencontrons et apprenons à nous connaître. Nous avons vécu des petites et des grandes victoires. Nous avons murmuré des douces choses et avons créé des actes solidaires et inoubliables. Nous avons toujours été joyeux, festifs, enjaillés, célèbres pour notre hospitalité. Toujours différents et amoureux de nos traditions, le partage est au cœur de notre vie. Château de France, on est tombé dedans. B is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can love. Déjà la rentrée avec le groupe Live. Établissement scolaire, université ou entreprise dans le secteur éducatif, boostez votre visibilité pour la rentrée des classes avec une offre exceptionnelle sur Live TV et Live Radio. Découvrez notre package en contactant le service commercial au 07 08 37 66 34 07 10 00 78 07. Offre valable jusqu'au 30 septembre. Live TV, la télé sans filtre. Difficile d'imaginer la vie sans les autres. On les veut à nos côtés. On est toujours rassuré de les savoir proches. Pour nos projets ou notre plaisir, ils sont toujours prêts à se mettre à 4 ou à 10. Pour que la vie reste plus facile. Alors, parce que le bien que nous aimons nous revient encore plus fort, nous sommes là pour votre santé. Grâce à la CMU, le soutien de tous assure la santé de chacun. 0 cotisation à la CMU, ça continue jusqu'au 31 décembre 2025. La CMU, votre assurance santé. Tout de suite sur Live TV. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous suivez le 1945 du jeudi 18 septembre 2025. Au sommaire, 800 nouveaux logements sociaux en construction à Yopougon au BAE. Objectif affiché du gouvernement, améliorer les conditions de vie des populations. Et puis en cette rentrée scolaire, les librairies de rue deviennent une bouée de secours pour de nombreux parents. Face au coût élevé des manuels, elles proposent des prix plus accessibles. Et pour finir, frayeur à Mans, la ville a été secouée par de légères vibrations, semant la panique chez les habitants. Aucun dégât majeur n'a été constaté. On y revient dans un instant. Avant de développer les titres, focus sur l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ce mardi, dans les locaux de la Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel à Abidjan, les représentants des 5 candidats retenus pour la course au pouvoir se sont retrouvés pour une rencontre cruciale, définir les règles du jeu concernant la couverture médiatique de la campagne. Le compte-rendu de Francis Kofi, commenté par Aïcha Crépi. Au siège de la Haute Autorité de Communication et de l'Audiovisuel, tous les yeux étaient tournés vers les enjeux de l'élection présidentielle d'octobre 2025. La réunion a porté sur les règles de couverture médiatique de la campagne, scrutées avec attention par les représentants des différents candidats. Chaque détail des modalités de diffusion a été passé au crible, mais c'est le moment du tirage au sort de l'ordre de passage des candidats dans les émissions qui a véritablement capté l'attention. Suspense garanti et concentration maximale autour de cette étape décisive pour la campagne. Et nous venons en 5e position. Nous sommes ravis vraiment de tout le travail qui a été mis en œuvre pour un accès équitable à l'information. Et nous sommes prêts, je peux le dire, parce que nous avons beaucoup d'idées et beaucoup de projets
pour la population ivoirienne. Le tirage a été clair devant le président de la ACA et de toute la direction. Et nous recevons ce classement avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Nous passons après le candidat du RHGP et puis le candidat Jean-Luc Billon, mais nous allons nous conformer à cela et aux normes techniques qui ont été arrêtées par la ACA. Pendant la période de campagne, chaque candidat disposera d'un temps de parole strictement égal dans les journaux télévisés et sur les ondes radio. Par ailleurs, chaque activité de campagne fera l'objet d'un reportage de 3 minutes. 2 minutes seront consacrées aux déclarations et positions du candidat ou de ses représentants, tandis qu'1 minute sera dédiée au traitement journalistique garantissant équilibre et rigueur de l'information. Je pense que la haute autorité, la communication audiovisuelle, a donc bien fait de nous convier à cette rencontre, à l'effet que nous puissions poser des questions, recevoir aussi quelques informations qui nous permettront de très rapidement adopter une stratégie de communication qui répondra aux normes voulues justement par la ACA. Je remercie la ACA aujourd'hui pour la transparence de cette séance de travail. On va normalement, tous les candidats partent de la même manière, avec équité en termes d'audiovisuel. Nous avons participé à une bonne séance de travail. Les choses se sont faites dans la clarté, dans l'équité, et comme c'est le principe. Cette rencontre constitue un tournant décisif dans la préparation de l'élection. La Haute Autorité de la Communication et de l'Audiovisuel a rappelé que certaines restrictions restent en vigueur. Pendant la campagne, il est interdit d'utiliser le drapeau ou l'hymne national, de diffuser des images de bâtiments officiels ou d'inclure des enfants dans les messages de campagne. De même, tout contenu incitant à la haine, à la violence ou portant atteinte à l'unité nationale est strictement proscrit. Passons de la scène politique au cadre de vie des populations. Quelques semaines après la visite du site de PK24 et après un moment d'arrêt des travaux sur le site de la BAE, le directeur général du logement et du cadre de vie, Célestin Koala, s'est de nouveau rendu hier, mercredi 17 septembre, à Yopougon BAE pour constater l'état d'avancement de ce vaste projet de logements sociaux. Les précisions avec Spencer Ilanga et Aimé Bouchi. Prévu pour accueillir 800 logements, ce programme s'inscrit dans la politique gouvernementale visant à offrir des habitations décentes aux populations. Les ouvriers et engins de chantier ont repris le travail pour donner vie à cette initiative. Sur place, Célestin Koala, directeur général du logement et du cadre de vie, a rappelé les conditions de souscription, soulignant que ces logements sont prioritairement destinés aux travailleurs à revenus moyens ainsi que les déguerpis des quartiers précaires pour leur garantir un habitat décent et sécurisé. Au moment où nous parlons, Abidjan a 200 quartiers précaires. Sur ces 200 quartiers précaires, il réside 1 850 000 Ivoiriens, c'est-à-dire 4 fois la population de la ville de Yamoussoukro. C'est la raison pour laquelle, à travers les instructions du gouvernement, l'action du ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan est une action à saluer. À saluer parce que les déguerpissements dans la conception du gouvernement visent d'abord et avant tout à sauver des vies. Mais l'action est combinée. En même temps qu'il y a des déguerpissements, en même temps, il y a la prise de relais par le ministre Bruno Nabagny-Koné en termes d'offres de logement, n'est-ce pas, à coût réduit, en location-vente et en location simple. La reprise de 800 logements à Yopougon BAE, dans la foulée de ceux déjà lancés à PK24, constitue une nouvelle avancée du programme national de logements sociaux. Avec ce projet, le gouvernement réaffirme sa volonté d'apporter une réponse durable à la demande croissante en habitat décent, d'améliorer le cadre de vie des populations et surtout d'offrir aux ménages modestes une solution concrète face à la crise du logement. Je vous le disais en titre, à chaque rentrée scolaire, pendant que certains parents se tournent vers les librairies classiques, d'autres privilégient les librairies à ciel ouvert présentes un peu partout dans les communes d'Abidjan. Ces points de vente de manuels scolaires de seconde main offrent plusieurs alternatives aux familles. Achat à moindre coût ou échange de livres. On fait le point avec Tchelina Lebonsoro et Spencer Ilanga. Nous sommes à Abidjan, à Yopougon Siporex. Les librairies à ciel ouvert attirent une foule de parents d'élèves venus chercher des manuels scolaires d'occasion. Bienvenue Nguessan, artisan de Seine depuis 15 ans, profite à chaque rentrée pour proposer ses livres de seconde main, aidant ainsi les familles à alléger le coût de la rentrée tout en donnant une seconde vie aux ouvrages scolaires. Et tu prends un livre comme ça, hein, et bien, un livre de CE2 comme ça, où est l'état de livre?
s'il veut pour C2, on voit ce qu'il a envoyé par rapport à ça. Et il dit, bon, comme ce livre a fait 1800, ce qui est envoyé en deuxième, et nous on le vend à 1000 francs, donc la différence est 800. Hein, il met la différence dessus, et puis nous on lui donne le livre. Quand Bienvenu se frotte les mains grâce à son affaire, pour des parents comme monsieur là, la partie commence autrement. Il vient échanger les anciens livres de son fils contre des nouveaux. Après une discussion animée et une vérification minutieuse des ouvrages, le marché est conclu. Normalement, le total des ouvrages, je les avais achetés tout neufs. Me suis revenu autour de 31 000. Mais là, j'ai réalisé une économie de 13 000 francs, c'est déjà pas mal. Pour certains parents, les librairies à ciel ouvert incarnent le dernier recours. Après avoir fait le tour des bibliothèques classiques sans succès, ils finissent par le stress et l'angoisse à s'y rendre à la recherche désespérée des livres scolaires indispensables pour leurs enfants. Depuis 3 jours, nous sommes sur le marché, on ne trouve pas les livres de lecture que nous donnent, les livres d'exercice qu'on nous donne. Vraiment, on demande à l'État de faire l'effort. Si c'est une édition qui se fait sortir, il fasse sortir pour que tout le monde puisse en avoir. Parce qu'on ne peut pas trouver les exercices sur le marché. Et du coup, on est fatigué de chercher. J'ai ma petite qui est au CE1. Le livre de français et de mathématiques n'est même pas disponible. J'ai fait plus de 5 librairies et on me dit que c'est même pas disponible. C'est-à-dire que c'est pas que ça manque, mais il n'y en a pas, c'est même pas encore sorti. Et quand l'école a commencé, 1 semaine, 2 semaines déjà, et que le livre de français, le livre de mathématiques sont des priorités pour un enfant ne sont pas disponibles, je ne sais pas comment on s'arrange. Dans un contexte économique difficile et face à la hausse du coût de la vie, les bouquinistes et les librairies à ciel ouvert s'imposent comme une bouée de secours pour de nombreux parents d'élèves accablés par les lourdes charges de la rentrée scolaire. Autre chose à présent, mardi matin, une violente détonation suivie de secousses a semé la panique à Mans, un phénomène inédit qui a surpris les habitants désormais dans l'attente d'explications. Et les autorités, quant à elles, appellent à la prudence face aux nombreuses spéculations. Thierry Nyanzou et Aimé Bocci. Mans, région du Tonkmi. Une forte détonation a retenti le mardi 16 septembre vers 10 h, suivie de secousses qui ont fait craindre un tremblement de terre. Sur place, habitants et passants ont été pris de panique, cherchant à comprendre l'origine de ce bruit assourdissant qui a secoué la ville. Accompagné de vibrations perceptibles dans le sol, l'événement a suscité un véritable sentiment de peur, notamment dans les quartiers Campus 2, Maroc, Libreville et Beple, où la surprise et l'inquiétude étaient palpables. Hier, dans la matinée, j'étais assis avec ma famille, quelques enfants, sur ma terrasse. Et puis un coup, il y a eu un bruit qui est comme un gros caillou qui est tombé. Ou bien quelque chose de lourd qui est tombé sur le sol. Et puis le fauteuil sur lequel j'étais assis là a tremblé même. Maintenant, moi j'ai cru que c'est un mur qui est tombé. Derrière moi, quelque chose est tombé. Nous sommes levés tous pour aller chercher ce qui est tombé et qui était de lourd comme ça. On va aussi derrière la maison, on voit que ceux qui sont là-bas sont en train de chercher ce qui est tombé. Finalement, bon, d'autres ont parlé de tremblement de terre ce temps-là. Mais moi-même, j'ai dit non, que tremblement de terre, là, quand ça arrive, on voit des murs tomber, on voit des arbres tomber. Mais qu'est-ce qui est tombé? On a regardé autour de nous aussi, rien n'était tombé. J'étais un peu paniqué. Maintenant, je me lève maintenant et prends ma moto, je sors pour venir au bord, pour venir demander qu'est-ce qui se passe. Tout le monde dit, ah, nous-mêmes, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Hein? D'après plusieurs témoins, c'est la première fois qu'un tel phénomène se produit à Mans, la capitale régionale du Tonkmi. Hier, ça s'est passé aux environs de 11 h midi, on était au bord ici. Et on a entendu bruit, boum! Tout le monde s'est mis à courir pour aller vers la route. On voit les élèves qui courent, qui quittent à l'école, venaient à la maison, même ceux qui étaient à l'inspection en face des collèges modernes là. Et tous ils ont couru venir. Ah, ça c'est quel bruit ça? En tout cas, tout le monde était paniqué, les enfants, les parents d'élèves. Bon, chacun courait pour aller chercher son enfant. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. Oui, seulement, oui, il y a eu la peur aussi. Les gens avaient peur aussi, puisque ces gens de cas ne sont jamais arrivés à Mans ici. C'est la toute première fois que ça arrive à Mans ici, donc les gens avaient vraiment peur. Contactés, les autorités préfectorales ont pour l'instant choisi de ne pas commenter, préférant attendre les résultats d'éventuelles études scientifiques menées par des experts. Pendant ce temps, cette détonation insolite continue de faire parler et de nourrir les spéculations dans tous les quartiers de Mans, entre inquiétude, étonnement et interrogation sur son origine.
L'actualité internationale est intense ce soir entre accusations de détention arbitraire au Ghana, arrestation d'une figure politique au Togo, maintien de la politique monétaire par la BCEAO à Dakar et première prise de position du pape Léon XIV au Pérou. Le point avec Aïcha Crépi et Yann Espia. Accusé d'avoir violé les droits humains fondamentaux de 11 ressortissants ouest-africains en les détenant illégalement. Après une plainte initiale déposée aux États-Unis, un cabinet d'avocats ghanéens a également attaqué en justice les expulsions de migrants au Ghana par les États-Unis. En outre, 5 rapatriés au Nigeria et en Gambie, où ils sont menacés de persécution ou de torture, accusent Washington d'avoir téléguidé leur retour illégal. À quelques kilomètres de là, au Togo, Marguerite Nyakadé a été interpellée par les services de sécurité ce mercredi 17 septembre 2025 à son domicile à Lomé. L'ancienne ministre des Armées du Togo, par ailleurs belle-sœur du président togolais, doit être entendue par les autorités. Démise de ses fonctions en 2022, Marguerite Nyakadé est connue pour son cyberactivisme, notamment par ses prises de position critiques du pouvoir en place. Il y a 2 mois, elle avait appelé à la démission de Faure Gnassingbé dans un contexte national très tendu. Cap un peu plus à l'ouest du continent. Réuni le mercredi 17 septembre 2025 à Dakar, le comité de politique monétaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a décidé de maintenir ses principaux taux directeurs inchangés. 3,25% pour ce qui est du taux que la Banque centrale prête aux banques commerciales, 5,25% pour le guichet de prêt marginal et 3% s'agissant du coefficient des réserves obligatoires. Enfin, dans une interview publiée jeudi 18 septembre 2025 au Pérou, le pape Léon XIV écarte tout changement doctrinal concernant la place des femmes et des fidèles LGBT+, dans l'Église catholique. Des propos pouvant être interprétés comme un message à une frange de l'Église attachée à la tradition. Fidèle à l'enseignement du catéchisme catholique, le pape renouvelle son soutien à la famille traditionnelle, le père, la mère et les enfants dont le rôle qui a parfois souffert ces dernières décennies doit être à nouveau reconnu et renforcé, a-t-il souligné. Il s'agit de la première interview du chef de l'Église catholique depuis sa nomination. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. L'actualité reprend demain à 12h45 et je vous retrouverai avec grand plaisir en soirée à partir de 19h45. En attendant, ne perdez rien du Grand Talk et de tous vos programmes préférés sur Live TV. Restez bien connectés. Très bonne soirée à tous. Notre pays, la Côte d'Ivoire, un grand pays. Grand par l'engagement au travail de ses filles et de ses fils. Véritables artisans de sa grandeur. Grand par son histoire. Grand par la créativité et le dynamisme de sa jeunesse. Et l'incroyable optimisme des Ivoiriens. Grand par la joie de vivre, grand par sa culture qui rayonne au-delà de nos frontières. Ses ambitions de développement et son poids économique. Grand par ses infrastructures qui se modernisent. Portée aujourd'hui par un leadership qui inspire, qui motive, qui gagne. Dans la stabilité et dans la paix, fiers Ivoiriens, contribuons tous à consolider notre grand pays, la Côte d'Ivoire.
d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne. Notre plateau n'a pas changé encore, en tout cas pour l'instant. Marius Komoué est avec nous, Pascal Souquier, Herman Aboua, Daouda Koulibaly. Nous allons maintenant réagir. Nous avons terminé la partie politique. Ouvrons celle du communiqué du Conseil supérieur de la publicité. Alors, le ministère de la Communication a lancé une réforme. Pourquoi? Pour simplement réorganiser et moderniser le secteur de l'affichage en Côte d'Ivoire et mettre fin au désordre marqué par l'implantation de dispositifs illicites. 155 axes routiers d'Abidjan, Grand Bassam, Assini Mafia ainsi que Bouaké, Daloa et San Pedro sont concernés par la mesure. Le Conseil supérieur de la publicité demande aux régies d'affichage de démonter leurs dispositifs illégaux avant le 30 septembre 2025. Je rappelle que le Conseil supérieur de la publicité demande aux régies d'affichage qui ont des dispositifs illégaux un peu partout en ville de démonter ce dispositif-là, faute de quoi la brigade de la communication publicitaire procédera au retrait sans préavis et sans dédommagement. Pascal, pensez-vous que ce rappel de cette mesure pourra intervenir également pour être en relation vis-à-vis de, justement, de l'atmosphère électorale dans laquelle nous sommes, puisque les candidats auront bien sûr besoin de faire de l'affichage? Oui, vous avez raison de faire un parallèle avec la période électorale, mais justement, je trouve même que il est un peu tard, parce que j'espère que le dispositif de remplacement est prêt, sinon il ne ferait certainement pas se communiquer. Il y a un peu plus de 2 ans, il y avait déjà eu ce sujet qui était à l'ordre du jour entre le groupement des afficheurs et le ministère en charge. Ils avaient commencé à discuter 2 ou 3 ans, je n'ai pas les dates exactes ici, sur la nécessité d'assainir le secteur, d'avoir des normes en affichage qui répondaient aux standards internationaux. Et moi, je milite vraiment, alors vous allez trouver ça peut-être un peu drôle, mais j'ai déjà vu plusieurs fois des panneaux d'affichage heurtés, des gens qui se sont heurtés à des panneaux d'affichage qui étaient trop bas. Il y en a un spécifiquement qui est dans la zone de Cocody, presque sur la voie qui passe devant la RTI. Je vous assure, par 2 fois, j'ai vu des gens se prendre la tête dans ce panneau-là. Il est vraiment trop bas. Mais ça, c'est une anecdote qui révèle que notre paysage urbain et le mobilier qui est associé à ce paysage urbain-là doivent. Abidjan évolue, on a de belles routes, on a de grandes voies avant qu'on ne s'attaque. Oui, avant qu'on ne s'attaque à la question des trottoirs, grande question, on peut commencer à ce niveau-là. Maintenant, sur le plan politique, effectivement, les candidats auront besoin, pour matérialiser leur campagne, d'avoir des espaces d'affichage. Je sais que des grands accords étaient passés avec des grands groupes qui ont l'ingénierie, mais je milite pour le contenu local, je milite pour les promoteurs locaux, je milite pour les groupements locaux et j'espère qu'ils se sont tenus prêts et que depuis cette discussion qui a eu lieu il y a quelques années, eh bien, ils sont prêts à se mettre en ordre de bataille pour avoir un mobilier en termes d'affichage qui répond aux normes internationales. Maintenant, je vous le dis, j'ai un peu peur. Je pense qu'à 40 jours de la présidentielle, est-ce qu'on pourra le remplacer? Wait and see. Très bien. Alors, il faut poursuivre que je veux rajouter que le ministère de la Communication poursuit la réorganisation et la modernisation de l'affichage publicitaire à travers la digitalisation de ses procédures via le système intégré de gestion sur la communication publicitaire. Après une phase pilote sur 53 axes à Abidjan et Grand Bassam, une deuxième phase démarre sur 102 nouveaux axes, dont 30 prioritaires à Abidjan. Un avis à manifestation d'intérêt est lancé pour l'attribution des emplacements ouverts aux régies agréées respectant les conditions légales, fiscales et sociales. Respectant les conditions légales, fiscales et sociales. Le retrait des documents se fait du 16 au 17 septembre 2025 et le dépôt des demandes est prévu du 19 septembre au 3 octobre 2025 via le CIGCP, donc le système intégré de gestion de la communication publicitaire. Si vous permettez, ça veut dire que déjà qu'hier c'est terminé. On ne peut plus retirer les formulaires depuis hier. Maintenant on est dans la phase de les déposer. Tout à fait. Daouda Koulibaly, aujourd'hui, donc, le ministère de la Communication met de l'ordre. Ce n'est pas une première initiative, elle date, mais assurément pour la période électorale, on remet un peu le couvert.
Moi, je pense que franchement, j'ai envie de dire il était temps. Parce que aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a trop de publicité anarchique. Dans les rues, dans les rues, parce que d'abord, quand tu quittes chez toi à la maison pour aller au travail, mais tu vas rencontrer au moins, j'ai envie de dire, 100 000 publicités différentes. Vraiment, c'est de la pollution visuelle à plein nez. C'est déjà très dangereux, c'est pas bon. La deuxième chose, ça va créer pour moi un risque en fait pour la sécurité routière. Parce qu'une affiche qui est mal placée, tu es attiré par une affiche, en train de regarder, tu es au volant. À n'importe quel moment, on peut perdre l'attention. On peut perdre l'attention. En moins d'une seconde, tout peut arriver. Mais en même temps, on n'annule pas, les affiches ne seront pas annulées, elles seront peut-être gérées. Ce que je dis, c'est que à chaque 10 mètres ou 20 mètres, il y a des panneaux. À chaque 10 mètres, il y a des panneaux. Or, quand c'est mieux géré, je sais que j'ai vu une publicité là-bas, il faut attendre peut-être 500 mètres ou bien 1 kilomètre pour voir un autre. C'est mieux, c'est plus intéressant. Et c'est pourquoi j'ai dit que, voilà. Et du coup, il y a comme une forme de concurrence déloyale. C'est-à-dire? Dans cette affaire de concurrence déloyale, c'est que ceux qui ont l'argent, qui ont beaucoup de moyens... Les grands groupes. Voilà, eux, ils peuvent se... Généralement, il y en a dans les régies publicitaires, ceux qui ne respectent pas les règles, ils font tout et n'importe quoi. Du coup, quand ils commencent à afficher d'autres personnes, ils ont plus d'argent que ceux qui respectent les règles. Parce que si moi, je prends un produit X, je respecte les règles, donc je dois mettre peut-être sur chaque 1 kilomètre. Et que Herman, qui est très indiscipliné, qui ne respecte pas les règles, lui, il affiche sur chaque 10 mètres, chaque 10 mètres, chaque 10 mètres. Finalement, vous voyez que ça ne fait pas sérieux. Mais je pense que tu vas aimer cette partie. Mais les affichages, c'est un risque environnemental aussi. Parce que souvent, on vient mettre des affiches un peu partout et après... Quand vous dites un peu partout, c'est-à-dire au-delà des panneaux, sur les arbres et tout ça? Au-delà des panneaux, sur les arbres, les feux tricolores, les murs, tout y passe. Comment on appelle ça? Les monuments, tout y passe. Très bien. Et du coup, quand ils finissent, après, ils ne viennent pas les enlever. Ah oui, quand l'événement passe... L'événement passe, on ne vient pas, on n'enlève pas. Et moi, pour terminer, je pense que, et ça, ce message s'adresse au ministre de la Communication, c'est bien de penser à l'affichage, mais il faut aller encore plus loin. C'est-à-dire? Il faut qu'il aille plus loin. Il faut qu'il aille sur Internet, parce qu'aujourd'hui, même sur Internet, il y a beaucoup de publicité anarchique. Il est impossible, je vous assure, Christelle, essayez. Parler du nouvel escarpin de Louboutin, mais je vous jure que sur toutes les plateformes où vous allez partir, le nouvel escarpin de Louboutin va vous poursuivre partout. Donc je pense que comme ils sont avec son collègue de la transition numérique, il pense qu'il faut qu'ils s'accordent, de sorte à ce que ces publicités-là ne soient pas trop agressives. Voilà. Très bien. Herman? Ils l'ont dit, hein, je veux dire que c'est le désordre, ça cause le désordre urbain, le paysage n'est pas forcément intéressant avec, on appelle ça l'affichage anarchique finalement. Bon, c'est vrai que le CSP prend les dispositions, on se demande bien, mais pourquoi? C'est tellement pour faire dégager un peu... Et laisser la place aux candidats. La place aux différents candidats qui en auront bien besoin. Mais après cela, moi je pense qu'il faut voir dans la continuité, après l'élection, il faut penser un affichage un peu plus, plus respectueuse des normes environnementales, plus respectueuse des normes de questions de sécurité routière, plus respectueuse même de l'architecture d'ensemble. Parce qu'on vient à Abidjan, on ne dit pas, là, il a parlé tout à l'heure des affichages que tout le monde fait, mais il y a aussi les différentes chapelles religieuses et spirituelles qui utilisent même les murs, souvent avec plusieurs affiches de façon très kilométrique. Pour ça, tu souris parce que ça ne te gêne pas. Mais tout ça gêne. Il y a travail à faire. C'est bien que le CSP démarre ça maintenant, mais il faudrait que ça soit dans le contenu. Mais si je peux acheter quelque chose avant Marius. Parce qu'on parle de la campagne présidentielle qui va... C'est le lieu aussi pour le ministre de la Communication de faire le tour de des 5 candidats qui ont été retenus, d'aller les sensibiliser, de sorte nos murs, laissez nos murs en paix, avec l'affiche de vos candidats. Il y a de l'affichage normal pour tout ça. Laissez les murs de nos maisons, laissez les murs de nos écoles, laissez les murs de la gendarmerie, de la police. Vraiment, ce n'est pas fait pour ça. Donc, monsieur le ministre, ne vous attaquez pas seulement aux afficheurs,
Mais attaquez-vous aussi aux afficheurs de vos différents partis politiques, à commencer par le RHGP qui a le plus de budget que tout le monde, sûrement. Voilà. Bon commentaire. Marius Komoé, on parle de cette donne-là, mais en même temps, il y a un point soulevé par Daouda. Quand on affiche, après l'événement, ce serait bien de venir faire un travail de nettoyage de l'espace affiché. Mais c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, existe le Conseil supérieur de la publicité qui a en son sein donc une brigade qui est en charge justement de régler ces questions. On ne le dira jamais assez, mes prédécesseurs l'ont évoqué. C'est évident que le désordre publicitaire a des effets néfastes variés sur le vécu des populations, au niveau de la société, mais au niveau également de la santé mentale. Tenez-vous bien. Je me souviens qu'il y a... Au niveau de la santé mentale. Oui, la santé mentale, bien entendu, des populations, des consommateurs. Expliquez-nous un peu, cher Marius. Je vous donne un exemple. À un moment donné, on apprenait à nos enfants sur une chaîne de télévision avec une publicité, on leur disait qu'il fallait mieux apprendre, il fallait mieux se salir pour mieux apprendre. Eh bien, je ne dis pas le nom de la marque, mais on suit mon regard. L'enfant partait, il se jetait dans la boue. Alors, quand même, on ne peut pas apprendre à nos enfants à aller se jeter dans la boue parce qu'il y a un produit qui va bien nettoyer leurs habits, mais la peau qui descend dans la boue. Il ne faut pas prendre ça au premier degré. Attendez, à l'époque, on avait... Non, mais plus sérieusement, vous êtes sûr que, je veux dire, cet exemple est le bon pour je vous parlais de santé. Non, mais pour aller dans son sens, en son temps, on se rappelle... Non, il va terminer, pardon, Marius. Vous vous rappelez, en son temps, il y a une marque de bière qui disait, quand on prenait l'homme fort, mais quand même, l'homme fort. Là, vous allez vous faire dévier. Est-ce que vous, justement, en tant que président des consommateurs de Côte d'Ivoire, vous aviez justement, à cette époque-là, crié le haut là pour dire attention? Est-ce que vous voyez encore cette publicité? Justement, nous avons élevé la voix. Donc vous avez agi dans le secret. À l'époque, toutes les victoires, quand elles sont silencieuses, elles sont à quoi? Allez-y, s'il vous plaît, on n'est pas obligé de réagir. Non, du tout, mais je voulais le rassurer. Herman, nous avons quand même été à l'œuvre dans ce pays. Et de nombreuses victoires sont à votre actif, il est vrai. Non, vous savez, l'administration publique qui nous suit, avec ses responsables, savent qui parle. Et ce que nous avons été dans le mouvement de la défense des droits et de la protection des intérêts des consommateurs. Nous avons reçu ici sur ce plateau Toby Vincent. Et vous avez dit que ce n'est pas facile de négocier avec un monsieur comme moi. Bref, très bien. Sortons de nous et revenons à la question du désordre publicitaire. Non, sur le point de la santé mentale. D'abord, je vous informe que les organisations de consommateurs sont membres du Conseil supérieur de la publicité avec un siège. Très bien. Voilà, donc vous avez un siège? Ah oui, bien sûr. Vous êtes au cœur du dispositif. Bien entendu, nous avons participé à l'élaboration de tous les tests qui ont vu naître cette nouvelle ossature du fonctionnement. Vous êtes en partie responsable du désordre urbain. Ah non, du tout. À ce niveau-là. Le désordre est lié justement à l'incivisme des populations et de certains annonceurs. Herman, s'il vous plaît. Attention, Herman, ne confondez pas meçon et caleçon. J'étais en train de vous dire. Restons élégants jusqu'au bout. Oui, bien sûr. Restons élégants, c'est très important. Allons sur un propos. Non, dans les faits... Marius, vous étiez sur le point de la santé. Sous la gouvernance de Bertine, sous la gouvernance de Mme Bertine Betty-Bouot, nous avions pris part effectivement à tous les séminaires, ateliers qui ont vu naître donc cette nouvelle ossature. Oui, mais le président des consommateurs allait au bout de son propos. Allez-y, Marius. On revient sur la santé mentale. On aimerait comprendre. Non, sur la santé mentale. En effet, si vous passez des publicités, tant à la télévision, à la radio, qui conditionnent justement le choix, l'acte d'achat des Ivoiriens, l'acte d'achat des consommateurs vers un produit qui pourrait être dangereux pour leur santé. Je prends le cas, il le disait tantôt, d'Internet, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les contrefacteurs ont trouvé un meilleur moyen de couler leurs produits qui violent allègrement et sans vergogne les règles de fabrication pour certifier un produit comme étant un produit de qualité. Vous avez des produits comme des médicaments qui sont vendus via Internet à des populations qui ignorent totalement que la consommation de ces produits constitue un danger pour leur santé mentale et pour leur santé même physique. Par exemple, si vous prenez un médicament qui vous est vendu sur Internet sans avoir
sans savoir que ce médicament n'a même pas l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché. Alors, dans votre propos, vous faites une extension. Ça veut dire aussi que le ministère devrait regarder ce qui se passe sur le digital. Mais oui, justement, et Daouda a eu totalement raison de l'évoquer. Mais au-delà de cet aspect des choses, il parlait même de la visibilité d'un conducteur. Quand vous avez des panneaux installés de façon anarchique qui obstruent, si vous voulez, obstruent la visibilité d'un conducteur, il va sans dire, surtout en période de brouillard, il va sans dire que le conducteur et les passagers qui sont à bord du véhicule sont en danger. Et donc, il faut mettre un terme au désordre. Elle a bien dit, il y a 2 ans, 3 ans, cette opération avait démarré et puis ça avait cessé. On avait démantelé une multitude de panneaux publicitaires mal installés, mal posés sur nos axes routiers. Ben, on ne sait pas pourquoi c'est revenu de plus belle. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, on sait commencer, mais on ne sait jamais maintenir la pression de sorte à avoir un environnement d'utilisation des panneaux publicitaires dignes de ce nom. Et le Conseil supérieur de la publicité fait un bon travail en criant, en mettant son haut là et en invitant justement les annonceurs et autres publicistes à revoir leur statut. D'accord, merci beaucoup. Et c'est rassurant de savoir que vous faites partie donc, de ce conseil-là. Nous aurons les informations donc, très fraîches. Non, c'est pas moi. Les organisations de consommateurs ont un représentant. Oui, mais vous allez quand même étendre dans le dispositif et quand même pas n'importe qui, justement. Vous allez nous faire les points de ce qui se passe. Vous flattez son ego à dessein, là. Non, en fait... Daouda, et ensuite on terminera avec Pascal. Il parlait de santé mentale. Effectivement, il y a véritablement un point de santé mentale. Un point de santé mentale, parce que, à la vérité, les publicités aujourd'hui, sans qu'on s'en rende compte, ça joue sur le cerveau, en fait. Donc, généralement, dans le conscient collectif, on a tendance à mettre une pression sociale sur certaines personnes, ou même un sentiment. Parce qu'aujourd'hui, certaines publicités, on nous formalise en fait dans la publicité un standard, par exemple, de beauté pour les femmes. Tout à fait. Dans l'esprit de beaucoup de personnes, les femmes belles, tout et tout, c'est celle qui doit avoir tel trait, tel ceci, tel cela, tel ceci, tel cela. C'est pas vrai. Le standard de beauté peut changer. Cela est mis pour qui? Pourquoi? Je vous en prie. Quand on parle de... Je veux comprendre en fait. Allons-y. Voilà. Et au-delà de cette pression sociale, je pense que la publicité aussi crée ce qu'on appelle une forme de dépendance et de surconsommation en fait. Parce que souvent, à force de faire ce type de publicité, ça oblige les gens à passer à l'achat. Pourtant, souvent, tu n'as pas véritablement besoin du produit. Donc vous dites, on parle au lieu de l'affichage seulement, il faut aller plus loin. Non, il faut aller plus loin. Il ne faut pas s'arrêter seulement à l'affichage parce qu'il y a tout un travail à faire. Parce que quand on parle de surconsommation, quand on parle de dépendance, ou bien encore de standards de beauté ou de sentiments qu'on donne à certaines personnes, souvent de fois nos enfants, je vais terminer ça rapidement, nos enfants qui aujourd'hui vont à l'école, aujourd'hui seuls, qui sont exposés à ce type de publicité, mais qui ne sont pas bien préparés, mais ça, chez l'enfant, ça va créer ce sentiment d'insatisfaction éternelle. De frustration. Et de frustration, merci pour le mot. Merci beaucoup. Pour une fois, ton intervention n'était pas mal. Daouda, merci. Ouais. Justement, Pascal, où afficher, mais aussi quoi afficher? C'est plutôt le quoi afficher, d'ailleurs, qui m'intéresse énormément. Il est absolument nécessaire de marquer également avec Daouda que les publicités, on a commencé un peu sur le ton de la boutade comme ça, avec cette disposition qui avait de l'intérêt par rapport à la période électorale. Et on a commencé à dire qu'avant, pendant comme après les périodes électorales, il fallait faire attention à l'impact du contenu. Parce que là, on parlait du contenant, c'est-à-dire les panneaux, qu'ils soient digitalisés, qu'ils soient à grand format, sur nos ponts, sur nos routes. On a parlé aussi du fait que les gens avaient tendance, et ça ce n'est plus de l'affichage, c'est de l'anarchie urbaine, à coller sur les murs. Et on en est venu à quelque chose de plus important, c'est dans le fond. Et la publicité, c'est un marqueur social, c'est un influenceur géant. Ça crée des ravages. Les publicités, parfois, ont déstabilisé des façons de voir dans des sociétés. Et oui, il est arrivé ici, dans cette Côte d'Ivoire-là, qu'on ait des publicités qui ont glorifié des choses aujourd'hui qui sont interdites. Vous vous souvenez de la période d'or de la cigarette, par exemple. On avait le cavalier sur le cheval. Vous parliez de la bière qui rend fort, mais il y avait ça aussi. Mais qu'est-ce qui a ancré ça dans l'imaginaire populaire? Ce sont les publicités.
Mais aujourd'hui, c'est plus insidieux parce qu'il n'y a pas encore de réglementation sur les réseaux sociaux. Donc, vous voulez aller regarder de l'information sur un média social et vous êtes envahi par des publicités. Et parfois, vous tombez dans le piège, hein, ça nous est arrivé. Que ce soit dans les cosmétiques, dans la mode, dans l'industrie agroalimentaire, vous avez tout ce qui vient comme ça sans filtre et qui pollue également nos jeunes esprits. Je parle des plus jeunes, bien sûr. Donc oui, pour moi, il faut que pour le fond aussi, on fasse très très attention à ce que peut être la publicité. Et vous permettrez, pour terminer, Christelle, je voudrais saluer deux grands acteurs de la publicité ici en Côte d'Ivoire. Le directeur général de JCDecaux, Amadou Diallo, qui a été promu en 2023 et qui est un excellent, un très grand professionnel. Et puis, j'aimerais saluer mon grand frère et ami Kader Djiré, le patron de Mediatix, qui lui aussi fait un excellent travail dans ce domaine-là. Merci, merci infiniment, très cher. Pascal Souquier, merci. Herman Aboua, merci à vous. Marius Komoré, Daouda Coulibaly également, nous étendons nos remerciements à vous. Merci surtout à vous. J'allais saluer aussi Marie-Michel Oufoué du CSP, voilà, qui est de Memni, justement. Très bien. Nous saluons Memni. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité à ce programme. Les programmes continuent donc sur Live TV. Bonsoir et à demain. Que Dieu nous garde.